Pendant longtemps, on ne choisissait pas vraiment son système d'exploitation. On achetait un ordinateur, il y avait Windows dessus et c'était comme ça. L'OS était presque invisible. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu une guerre. Parce qu'un OS, c'est plus juste un menu de démarrer ou un fond d'écran. C'est lui qui décide comment tu travailles, comment tu joues, quel appareil communique entre eux, combien de temps la machine reste utilisable. Pendant 30 ans, Windows a régné sur le monde, puis Apple a transformé le Mac en objet de désir, Linux est sorti de l'ombre. Et maintenant, tout le monde veut contrôler l'environnement numérique dans lequel tu passes ta vie, celle de ton écosystème. Alors bienvenue sur Bubble, le podcast où on prend le temps de comprendre ce que la tech change vraiment dans nos vies. Je suis Quentin et je suis accompagné de Mathieu et Rewan. Comment ça va mes petits osios là? Toujours bien. On est là avec ce magnifique ciel bleu dégagé. Ça va avec quel plaisir. Hein. Aujourd'hui, on va parler de la guerre. C'est la guerre. Ça va se foudroyer. Ça va faire, D'ailleurs, vous avez fait un petit teasing la semaine dernière, on en parlait un petit peu parce qu'on parlait de l'écosystème, des écosystèmes. On baigne là-dedans dans des environnements différents. De votre côté, c'est quoi votre première approche avec Windows? Vous avez un souvenir marquant avec Windows? Avec Windows, j'imagine que c'est le premier truc que vous ayez eu entre les mains. En termes de système d'exploitation, tu veux dire? Ouais, si tu comptes pas les téléphones, ouais, ça devait être les premiers. Moi, j'ai dû commencer sur 95 ou 98, je crois, où l'interface, elle était vraiment bloquiesque. Je crois que j'avais... Alors, mon père, il avait un PC portable à l'époque. Je crois que c'était un NEC, la marque, NEC. NEC. C'était le NEC Plus Ultra? C'était vraiment pas le NEC Plus Ultra. Hein. C'était pas le NEC Plus Ultra. Ça ramait sa mère. Le jeu pour... j'avais un jeu, tu sais, de rallye dessus qui devait démarrer en 3 jours ouvrés, je pense, pour le lancer. J'ai pété le clavier de ce truc-là, je l'ai jamais dit. J'avais renversé un verre de lait dessus. Donc ça fonctionnait plus. Mais pendant que tu jouais? Pendant que je jouais, c'est ça. C'est même pas moi qui l'ai renversé d'ailleurs, c'était un pote à moi. Mais c'était ça ma première interaction. Et quand je suis passé à Windows 7, je me rappelle même avoir rebasculé. Tu pouvais rebasculer le thème Windows 7. Non, pardon, c'était peut-être Windows Vista sur le visuel de Windows 98 ou 95 pour économiser des performances avec tous les trucs aéros qui disparaissaient, etc. Toi, c'était quoi, toi? Alors moi déjà... Il a un sourire vicelard, c'est terrible. Mettez bien la musique de Jurassic Park. Du coup, là, le thème. Exactement. Lui, il a commencé sur MS-DOS, lui. Alors oui, MS-DOS 6.0 de mémoire, je crois. T'as commencé sur Mathieu Dos Santos? Alors, en vrai, c'est faux parce qu'en fait, à l'époque, il faut se rappeler qu'il y avait un espèce de dual boot qui disait pas son nom. C'est-à-dire que ça démarrait sur sur DOS. Et tu tapais win.exe, ça chargeait Windows de mémoire, je crois. Alors oui, pour les plus néophytes, MS-DOS, en fait, c'est la base de Windows, ce qui deviendra Windows par la suite. Windows, c'est la version avec interface graphique de MS-DOS, en fin de compte. Avec les fameuses commandes dir ou les fameuses CD pour mettre le nom du répertoire, enfin CD ... CD Change Directory pour naviguer dans les dossiers. dir/p quand il y avait une longue liste, bref, voilà. Mais mon premier contact avec Windows, je pense quand même que j'ai le vrai premier contact, c'était chez un pote. Et à mon avis, il devait avoir 95. Sauf qu'un jour, mon père, il me ramène un PC parce qu'il travaillait pour des gens. Et en fait, il s'était fait payer avec un PC. En tout cas, il lui avait dit « Ouais, je te fais une ristourne si tu m'offres un PC. » Et il lui a ramené un 386 SX. Alors, c'est très, très vieux. Très vieux. Aucune référence, là. Exactement, tout à fait. Tu sais, c'est les fameux PC. Il y avait une touche, il y avait marqué turbo dessus, qui ne faisait absolument pas de turbo. C'était l'inverse du turbo. C'était exactement ça. Ça bridait ton PC. Ça n'allait pas beaucoup plus vite. Mais non, mais c'est l'inverse. Ça bridait le PC. Ah, je sais pas. Là, je te le dis. En fait, les PC devenaient tellement puissants que tu avais certains logiciels qui buguaient puisqu'ils étaient liés à la fréquence de ton processeur. Et pour qu'ils fonctionnent correctement, t'appuyais sur le bouton turbo qui bloquait littéralement ton processeur à un certain niveau de performance. Donc c'était l'inverse d'un turbo. C'était un ralentisseur, un dodane. Ouais, j'allais dire c'était un atmosphérique. Quand je lançais le truc, il n'y avait pas besoin de mettre le bouton de turbo pour qu'il se ralentisse tout seul. Mais bref, j'ai démarré avec Windows 3.1. Il y a fort longtemps. Voilà. Et puis après, 95, 98, il y a eu un Windows 98, hein, oui. Et après, par contre, c'est marrant, le 2000, je l'ai presque découvert un peu... Le Millennium, il y a eu le Millennium qui était catastrophique, qui est passé un peu vite fait. Et après, il y a eu le Vista qui est... XP, voilà. Il y a eu XP entre... Il y a eu XP aussi. XP qui est légendaire. Mais ouais, j'ai fait un peu presque tout. Je crois qu'avant 3 points, il y avait quand même eu un Windows avant, une première interface que j'ai pas connue pour le coup. Mais ouais, ça remonte à... Moi, j'ai eu les fameux PC où quand tu installais Word, il y avait... 15 disquettes. 15, tu rigoles quoi, il y en avait 50 parfois. Alors, c'était peut-être pour installer Windows. Moi, j'ai installé 50 disquettes pour installer Windows. Mais non. Si t'installais Windows, tu prenais une après-midi. 50 disquettes pour installer Doom.
sachant que Doom, mon PC, il n'arrivait pas à le faire tourner. Il fallait que j'y joue, tu sais, en mode timbre-poste pour qu'il ait un nombre de FPS. Aujourd'hui, ça tourne sur un Flippy. Un ouais, test de comment ça grossesse. s'appelle, là Un flipper zéro. Un Flipper 0. Ouais, Exactement. ouais. Mais tu le vraiment, les mecs, ils l'ont fait tourner sur des montres connectées Voilà. très bien. Et maintenant, tu peux le faire tourner sur des tests de grossesse. Trop dingue. J'ai vu un mec, il y a joué sur, tu sais, les panneaux de la pharmacie qui sont de. Ah ouais, voilà, exactement. Mon vieux PC, là, s'il nous écoutait, il serait mort de honte. Mais pour finir, moi, le seul FPS qui marchait à peu près, qui marchouillait, c'était Wolfenstein 3D, qui avait des graphismes beaucoup moins aboutis que celui Qui était de pas Doom, 3D, qui quoi. Il était 3D, mais c'était Le un sprite 3D, était 2D. voilà, exactement. Donc, mais voilà, je viens de cet univers-là. Toi, t'as commencé toi Et direct toi, sur ouais. macOS. Ben même pas, j'ai eu C'est un vrai. PC il y a fort longtemps. Oh, l'imposteur. Je te jure, alors, en fait, j'ai pas commencé là-dessus dans le sens où, en fait, pour vous raconter l'histoire, à un moment, j'ai changé de chambre parce qu'on est trois et il fallait que je change de chambre et puis je devenais plus grand, donc un peu plus C'était d'autonomie. l'adolescent. Il fallait Et, qu'il y ait une porte qui se ferme. Effectivement, sûr. Mais c'était même pas à cette époque-là, je sais pas, je devais avoir 10-11 ans, un truc comme ça. Peut-être même moins, j'en sais rien. Et mon père me propose soit du coup de descendre avec la GameCube, soit de descendre avec un PC. Et je me suis posé la question et tout, je me suis dit, mais quand même, j'ai bien pensé à la GameCube, je vais tester un truc nouveau. Donc du coup, j'ai eu le fameux PC avec Age of Empires. Oh. Spoiler alerte, à chaque fois j'allais dans la chambre de mon frère pour jouer à la GameCube, lui descendait dans ma chambre pour jouer à Age of Empires. Ah ouais, c'est vrai. Je te jure. Parce qu'en fait, j'aimais bien, je passais un bon moment et tout. Et ça, sur Windows XP, il y avait ça, je me souviens, un jeu Okaidi. Je peux vous souvenir. Ah oui. Il y avait ces jeux-là, quand t'arrivais là-bas, ils te les filaient. Il y avait même le fameux Les Adibou. encyclopédies, Mais il y avait. Encarta. Encarta, j'ai jamais fait. Encarta, c'était l'encyclopédie. Ouais. Je l'avais, l'encyclopédie à Encarta, tout ça, CD, Encarta, un truc comme ça. exactement. Par contre, j'ai fait beaucoup de jeux que t'avais dans les paquets de céréales. Oui, Je sais pas putain. si vous vous souvenez oui, de ça. oui. Il y avait un moment où t'avais genre un niveau d'un jeu, en fait, ils donnaient Exactement. des démos dans. Ou dans les magazines Dans aussi, les hein, boîtes. parfois les magazines PC. Dans les il y magazines avait les aussi, démos ouais. aussi. Oui, Mais je j'étais vois. moins en magazine Ouais. spécialisé, j'étais plus céréales à ce moment-là. Putain, le flashback que tu viens de me. Ah ouais, j'ai essayé de créer un gouffre temporel. Mais quoi qu'il en soit, ouais, j'ai commencé là-dessus, Windows XP. Je ne naviguais pas beaucoup sur Internet, c'était plus pour des petits jeux comme ça. Ou alors les fameux pinball, les Ouais. trucs classiques que tu retrouves sur le fameux pinball. Windows XP. Incroyable. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu une coupure pub. J'ai plus tant touché à un PC parce que j'en avais pas nécessairement besoin. J'avais un moment, j'ai eu, et qui fonctionne d'ailleurs toujours, que j'ai récupéré, le IPC. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Il était. Oh là là. C'est des Oh, le tout IPC. petits ordinateurs. Comment il puait sa qui font grand-mère, genre le IPC. 5 ou 7 pouces, un truc comme Je ça. crois que c'est ça, mais enfin, je veux dire, même s'il était 7 pouces, l'écran faisait 2 pouces et demi. T'avais des bords de salopard Énorme. dessus. Ouais. Et le I, c'était PC, je Et crois, ouais, avec un et E c'est majuscule. exactement ça. Tu sais que c'est incroyable parce que ces PC, j'en vois encore des fois quand je passe dans des brocantes, j'en vois encore qui sont vendus aujourd'hui. C'était déjà de la merde quand c'est sorti et tout le monde l'a eu ce IPC parce que Asus. je pense que c'était un format. Je sais même pas qui Bah, il y a c'était. marqué Asus là. Moi, Ouais, je savais tapé, pas que là. c'était Asus. C'était vraiment un PC en fait qui était les prémices des PC pour les étudiants, dirigés pour les étudiants parce que c'était petit, c'était Ils facilement appellent ça transportable. des notebooks aussi. Ouais, Des- c'était des notebooks, des exactement, notebooks. c'était des notebooks, c'est pas des Avec notebooks. des processeurs Celeron qui puaient la merde. Mais c'était terrible, c'était un monocore avec de l'hyperthreading, t'avais 2 Mais corps, ça coûtait t'avais pas cher. T'avais 1 giga de RAM, ouais, mais enfin, t'en te avais jure. pour ton argent, hein, parce que vraiment, le truc, tu démarrais. Même le Minitel, ils l'embrouillaient. Qu'est-ce qu'il y a en Tu fait Mais j'ai démarrais- gardé longtemps, moi. Hein. Ouais, mais tu démarrais Internet Explorer, c'était mort. Fallait pas c'était- faire autre chose. Ton PC, il était en C'est carafe immédiatement. Ouais. J'utilisais surtout justement pour faire des petites recherches internet, vite fait du PowerPoint, mais sinon pour regarder des films en fait. Ouais. Je téléchargeais des films et puis je les regardais dessus. Faire MSN. Et je l'ai. MSN évidemment. Et je l'ai rallumé il y a pas si longtemps que ça, il fonctionne encore Faut faire un nickel et test. tout. Oh, pitié. J'en avais fait une vidéo à l'époque sur là-dessus, mais j'ai toujours un problème que j'arrive jamais à configurer. À un moment, je l'ai relié à un écran. Et depuis, à chaque fois que je rallume ce PC, il change la résolution. Et il la met dans une résolution beaucoup plus grande. Du coup, je suis obligé de mettre le curseur tout en bas de l'écran pour défiler et accéder au menu démarrer. C'est trop bizarre. Donc, il faut que je fasse clic droit, paramètres d'affichage, régler la bonne résolution pour avoir la taille C'est de les jeux l'écran. Windows, Quoi. ça. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois, ça se remet dans cette configuration-là. C'est Windows. Mais bref, voilà un petit peu pour mon historique. Mais c'est pour remonter un petit peu plus loin, on sait que dans les années 80, Apple se bat pas seulement pour vendre des ordinateurs, il se bat aussi pour imposer une idée, l'ordinateur personnel, pour devenir visuel, graphique, presque intuitif. Des fenêtres, une souris pour la première fois, des icônes, un bureau. Microsoft alors comprend très vite que cette interface va devenir la porte d'entrée pour de l'informatique.
Sauf que Windows ne gagne pas parce qu'il est plus élégant, il gagne parce qu'il devient le langage comme un Partout. constructeur. Et c'est ça qui est fou, c'est que Apple a bien poursuivi Microsoft, pour rappel, en 1988, autour de l'interface, justement, parce que Windows 2.0 sortait une nouvelle interface qui était, semble-t-il, inspirée d'Apple. Donc l'affaire, elle se termine en faveur de Microsoft en 94, qui gagne finalement tout ça. La Cour considérant notamment qu'Apple ne pouvait pas obtenir une protection quasi-brevet sur l'idée générale d'une interface graphique ou de la métaphore de bureau. Donc finalement, Apple avait le récit, Microsoft a eu la distribution, mais quoi qu'il en soit, à la fin, ils ont terminé par travailler ensemble, Windows aidant Apple en leur donnant les logiciels qu'on connaît aujourd'hui avec Word, et tout ça. etc. Et ça a permis justement de lancer aussi Apple avec son interface qui n'avait pas grand-chose au début, en tout cas pas beaucoup d'applications. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que finalement, quand tu reprends l'histoire, c'est quelque part presque un peu la même histoire qu'on a vécue avec iOS et Android. Là où, par exemple, Apple a essayé de très vite avoir cette conception de mémoire. Il me semble que Apple a toujours fait son matériel et son logiciel. Là où Microsoft a eu le nez creux et a bénéficié des partenariats. Tu sais, les premiers, c'était IBM. Moi, je me souviens que les premiers contacts que j'ai avec des PC, c'était des IBM. Et avec tout plein de marques, on en a parlé, NEC, Dell, HP, Lenovo, tout le monde s'est greffé. Et du coup, tu as la puissance de feu de plusieurs marques qui inondent le marché. Exactement. Là où Apple était quelque chose de niche pendant très longtemps, en fait. C'est ça, Windows a gagné une bataille que personne n'a vraiment vu venir, celle de la compatibilité. Et c'est ça qui était fort. Peu importe la marque de ton ordinateur, peu importe ton budget, peu importe ton usage, Windows était là. Ouais. Donc tu pouvais être un étudiant, un Comme comptable, un gamer, exactement comme Android. Aujourd'hui. Peu importe ta profession, peu importe ce que tu faisais, en fait Windows était un standard de bureau, un standard pour le jeu PC, un standard pour les logiciels professionnels. Et c'est vraiment dingue de prendre ça avec le recul, parce qu'en fait ils ont inondé le marché. Et je pense que ce qui était très, très smart, c'est que finalement, ils étaient dans le monde du travail. Je pense que quand tu arrivais dans une entreprise, tu avais 9 chances sur 10 d'avoir un PC sous Windows. Et du coup, toi, en tant que consommateur... Presque 10 sur 10. Hein, exactement. Ouais. Toi, en tant que consommateur, quand tu te dis « Ah, tiens, je me prendrais bien un PC pour la maison », tu prends ce que tu connais déjà, quoi. C'est ça, ils ont mis une habitude en fait dans nos têtes. Un PC, c'est Windows. Même quand tu commences dans les études, tu as la suite Office. T'as pas... tu peux maintenant utiliser du LibreOffice, etc. Mais même à l'époque, c'était un peu dur, brut de décoffrage quand tu regardais les interfaces et les fonctionnalités de l'époque comparé à ce que tu peux avoir sur des suites de productivité Microsoft 365. C'est aussi un peu le problème de Windows. C'est qu'à force de gagner un petit peu par inertie, ils ont aussi commencé par perdre par fatigue. Il y a une sorte de lassitude, et on en parlait dans un épisode sur justement les échecs, où on sait qu'ils ont fait des mises à jour qui commençaient à être plus lourdes. Ils forçaient d'ailleurs certaines mises à jour qu'on voulait pas. Il y a aussi les lourdeurs perçues dans la navigation, dans l'interface, dans le choix aussi, et genre avec Internet Explorer qu'on savait à l'époque ne pas être le plus sécurisé, ouais. Le plus pertinent. Donc il y a eu des Mozilla Firefox qui ont creusé leur trou, hein, exactement. Et Chrome qui est venu tout arracher aussi. Chrome, il y avait Thunderbird, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Thunderbird, c'était pour les mails, c'était le client de Mozilla, de la fondation Mozilla. Et il y a aussi un narratif qu'on peut rappeler aussi, c'est qu'il y a un moment, il y avait cette fameuse joke de tous les informaticiens sûrs, qui était que Windows foirait une version sur deux quasiment là-dessus, donc qui n'a pas aidé. Mais je trouve quand même qu'ils avaient cette faculté à bien verrouiller certaines choses. Notamment, tu vois, le PC était beaucoup aussi drivé par la communauté des gamers, et ils ont beaucoup bridé sur certaines technologies. Par exemple, DirectX ou Direct 3D à l'époque verrouillait en fait un petit peu la possibilité de voir le gaming s'étendre sur Linux et sur d'autres alternatives. Oui, à l'époque, c'était sur les cartes graphiques Vodou 3000, je crois que le premier DirectX, Direct 3D est sorti. Et donc forcément, les gens, tu vois, toi-même, tu disais, tu avais un PC, c'était pour jouer à Age of Empires, et au final, tout ça, c'était verrouillé parce que Microsoft avait aussi des technologies de pointe, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, donc ils mettaient beaucoup d'argent dans l'optimisation là-dessus. Mais parallèlement aussi, ça permettait de ne pas voir le monde du gaming s'étendre à d'autres choses. Et on va le voir au fur et à mesure de cet épisode que aujourd'hui, la brèche qui s'ouvre pour un Linux qui commence à gagner en popularité se fait parce que le gaming devient beaucoup plus accessible. Entre autres, faut savoir que déjà, pour moi, ce que tu disais sur les mises à jour, c'est très vrai dans le sens où
Microsoft peut se permettre de faire beaucoup plus de conneries. Parce qu'en fait, ils sont tellement indispensables au marché international de l'informatique que faire une connerie, c'est pas parce que tu fais une bêtise avec une mise à jour foireuse ou que tu enchaînes certaines conneries avec le déploiement de l'IA quand tu n'as pas besoin que le crash va être instantané Non, mais parce que tu as fait une mauvaise mise à jour ou et quoi. tu as raison, mais de toute façon, les entreprises, elles n'ont pas la faculté. Tu sais, une entreprise, c'est un paquebot. Pour bouger, c'est compliqué. Tu peux pas, même en faisant la pire mise à jour du monde, dire demain, allez, on dégage, on va sur Linux, change tu tout le vois. parc. Il y en a qui Et- tentent, mais c'est des projets de très longue Ah ouais, non, mais haleine. c'est très compliqué. Et même au-delà l'État, le Bien gouvernement aujourd'hui qui bouge là-dessus, on en parlait beaucoup. dans l'actualité. Qui veut gagner de la souveraineté, on va en parler de tous ces aspects-là. Et en fait, le problème, c'est que Windows est tellement implanté et tellement connexe à beaucoup de choses que impossible de dire demain, ah, j'en ai marre, je dégage, quoi. Bah, C'est- j'ai une stat aujourd'hui, en mars par exemple, Linux c'est 5,33% du marché à travers une enquête Steam et autour de 4,52% en avril, selon PC Gamer. Donc sur le marché du jeu vidéo, donc des gens qui jouent sur Tout Steam, à fait, exactement. avec Steam sur des Avec OS Steam. Linux, etc. Ouais, ils font régulièrement des enquêtes, donc ça c'est assez cool. Tu peux voir quel matériel, quelle carte graphique les gens utilisent pour jouer sur Steam, etc. Si tu acceptes de participer à l'enquête. Et ça rejoint un peu ce dont on discutait la semaine dernière, dans le sens où tu comptes effectivement les Steam machines dedans, enfin les Steam machines, le Steam Deck là-dedans, mais ça compte aussi tout ce qui tourne sur Linux avec les versions de Linux légèrement modifiées pour rendre le gaming plus accessible. On en a parlé maintes et maintes fois où Steam force davantage, enfin force, c'est pas force, essaye de rendre disponible le gaming sous Linux parce que ils ont peur que Microsoft se casse la gueule, que Windows se casse la gueule. Pour rappel, Gabe Newell, le fondateur de Valve, qui développe Steam, qui a développé Half-Life, Counter-Strike, après que ce soit passé en mode, etc. C'est un mec qui a littéralement participé au développement de Windows. Donc c'est un ancien de chez Microsoft. Ils sont partis, Microsoft, ils étaient 1500. Et il a dit, ça commençait à devenir une grosse boîte, ça me plaisait plus. Ouais, aujourd'hui, Ouais, c'est et plus le même nombre. C'est exactement partie du narratif où en fait Steam a toujours dit que son objectif était de débarrasser un petit peu les gens de Windows. Et qui est Mais- venu après une mise à jour foireuse qui était la sortie de Windows 8 où les gens ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Ouais. Alors c'était beau, c'est débattable, mais surtout ça ramait, c'était pas clair, ça a viré le menu démarrer, ils ont essayé d'être sur tous les coins, le marché de la tablette, le marché du Le desktop, téléphone. sans être très clair. Leur interface Tiles, elle était vraiment pas pratique. Et en fait, ils se sont dit, en fait, si Windows disparaît et devient de plus en plus merdique, je vais perdre des parts, donc je vais perdre des gamers, et il faut qu'on trouve un moyen alternatif de les garder vers nous. Et ce moyen alternatif, c'est la communauté, c'est Linux. C'est là où c'est intéressant, je te coupe, pardon Mathieu, Vas-y, mais pardon. Linux menace pas Windows en disant du jour au lendemain ils vont prendre genre 50% du marché. Ils menacent surtout Windows dans le sens où aujourd'hui tu as le choix, alors qu'à l'époque tu n'avais pas le choix. C'était beaucoup trop geek. Je suis d'accord avec Et toi. du coup, quand tu pensais je vais faire un PC gamer par exemple, ou en tout cas je veux jouer, bah, la seule option c'était Windows. Ouais. On n'avait pas d'autre choix. Je vais même aller plus loin, hein. Pas forcément que pour jouer. Moi, les premières tentatives que j'ai faites sur Linux il y a quelques années de ça en arrière, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient par ligne de commande sur pas mal d'aspects, qui fait que en fait, c'était extrêmement verrouillé. Accessible. Et même moi Ouais. qui étais assez, entre guillemets, aguerri, mais moi, j'étais un pur produit biberonné au Microsoft. Quand tu passes sur Linux, même quand tu as des compétences en informatique, il faut avoir envie de se bouffer énormément de tutos. Moi, je sais que j'avais vrillé un petit peu, tu sais, sur toutes les interfaces qu'ils avaient fait Linux en 3D. Je me souviens, j'étais un kiffeur de. Tu avais déjà plusieurs bureaux. Donc, tu as plusieurs bureaux possibles, comme tu as aujourd'hui dans Windows ou sur Mac aussi. Hein, t'as plusieurs Sur Windows, bureaux. c'est trop mal implémenté Sauf ce que truc-là. sur Linux, à l'époque, ils avaient fait des trucs de dinguerie visuelle où genre ça tournait en forme de cube. Oh là là, une Et transition PowerPoint. Tu sais, un truc, aujourd'hui, tu vois ça, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est dégueulasse et tout. Et moi, à une époque, je trouvais ça révolutionnaire, je kiffais ma race. C'était très stylé. Ouais. Et alors qu'en vrai, moi, les bureaux virtuels, j'en utilise jamais. Alors, je me demande s'il y a vraiment des gens qui ont une vie où en fait, ils ont un bureau, ils disent, bon, ce bureau-là, c'est pour jouer. Ils ouvrent un autre bureau, ils disent, celui-là, c'est le bureau de la productivité. Moi, je fais jamais ça. Mais moi, Non, je travaille en permanence comme ça. C'est ce que Ouais. j'allais dire. Pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut s'en servir. C'est Ouais. genre, je suis en train de taper un truc et j'ai besoin de chercher une info. Donc, tu as juste à glisser à droite et te remettre à gauche pour
pour continuer à taper sur le document que t'es en Je sais train de pas, t'as Moi, plusieurs écrans. J'ai maintenant, un donc, bureau, j'ai un bureau, c'est mon montage, un bureau, c'est mon Notion avec mon navigateur, un bureau, ça va être ma copie de fichier par jamais fait exemple. ça, moi. Et en fait, l'avantage c'est que sur Mac, Oui, oui, tu fais que du swipe. Ouais. Tu swipes à gauche, tu swipes à Non, droite. mais Et en même fait, je chez fais que comme Microsoft, ça. ils ont amélioré le Ah, truc. mais Et toute Microsoft, mon interface est organisée en fonction. Certains sur Microsoft, c'est abominable. C'est-à-dire que, par exemple, sur macOS, tu te fais des gauches-droites et sur Linux aussi, tu as la barre en bas qui reste statique. À Microsoft, elle se réactualise à chaque fois. Donc, tu as un effet de clignotement à chaque fois que tu glisses de gauche à droite qui te casse ton expérience. C'est ultra Ouais, mal c'est implémenté, c'est insupportable. terrible. Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit qui est intéressant en disant Linux vient pas chercher des noises à Microsoft. J'ai une info intéressante. Je pense que il y en a pas mal qui le savent aujourd'hui, mais la vente de Windows aujourd'hui n'est pas la chose qui rapporte le plus à Microsoft. Microsoft, Tu veux dire la vente de Windows auprès des constructeurs, genre un Asus ou auprès de du manière grand générale, la public? vente des licences Windows, que ce soit Ok. auprès des constructeurs ou auprès de... Toi, tu peux acheter une licence Windows demain si tu as envie de te construire un PC toi-même. Oui, mais oui, Tu peux Rewan, acheter. oui. Ouais, C'est ce qu'on a acheté, fait, oui, grave Rewan. acheté. Mais le sujet du piratage de Windows est intéressant parce qu'aujourd'hui, ils s'en battent les couilles, mais pour d'autres raisons. Le fait est que C'est intéressant peut-être que t'en parles. Hein, c'est après. vrai. Microsoft, c'est une société de services. Ils ont plein d'outils de productivité. On parlait de la suite Microsoft 365 avec PowerPoint, Word, Excel, etc. Tu as d'autres logiciels. Aujourd'hui, tu peux avoir du Access pour les bases de données qui existaient pas mal à l'époque. Tu vas avoir OneNote. un tas d'outils. Ouais, tu peux avoir Teams. Publisher, ce genre de trucs. Ouais. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Microsoft Azure? Microsoft C'est- Azure, C'est pas c'est un le truc. cloud. Ouais, c'est C'est une le concurrence cloud. d'Oracle ou un truc comme ça. Alors, ouais, c'est OCI, Oracle Cloud Je Infrastructure. voulais pas casser son effet. Je connais, moi, parce que j'ai été dedans. mais- Bien sûr, mais Vas-y. non, mais tu aurais pu le dire. Mais globalement, les leaders du cloud aujourd'hui, c'est AWS, Amazon Web Services, Microsoft. Oracle OCI, Oracle Cloud Infrastructure, Google avec leur Google Cloud Platform, Meta, Mais- Microsoft Ouais. avec leur Azure. Le Mais- cloud Microsoft Azure ne tourne que sur Linux. C'est que du Linux derrière parce que Linux c'est juste mieux pour à la fois en termes de prix, mais De pas légèreté. seulement de légèreté, d'ouverture, sécurité. d'intercompatibilité. Ouais, sécurité, c'est débattable. Mais ce que je veux dire, c'est que Linux, tu peux beaucoup plus l'intégrer, beaucoup plus le malléable. modeler exactement pour lui faire répondre à tes besoins, que ce soit pour de la machine virtuelle, pour du microservice, etc. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, Android, c'est du Linux, que n'importe quel appareil que tu as connecté en IoT sur ta télé, sur peut-être ta télé connectée, sur ton Raspberry, sur tous tes appareils IoT, derrière, c'est que du Linux, parce que c'est juste mieux. Et c'est rigolo de savoir que Microsoft, qui se bat contre Linux, l'utilise aussi dans ses technos internes. Je trouve qu'il y a un virage aussi qui est intéressant avec Linux. C'est que ça a toujours été un peu connoté OS de barbu. Oui. Parce que tu le disais, Mathieu, c'est le truc où tu t'imagines le terminal, tu imagines des trucs compliqués, etc. Aujourd'hui, Linux a vachement évolué. Alors, effectivement, tu peux avoir cette partie-là, mais tu as aussi. Si on parle des OS de bureau, effectivement. Voilà, Ouais. t'as aussi une partie beaucoup plus lisible, utilisable en fait, comme tu peux retrouver sur une Steam Machine. Mais surtout Linux aujourd'hui, et t'en as pas mal parlé, vous êtes aussi pas mal adepte de cette utilisation, Linux sert aussi vachement à prolonger la vie d'un produit, Bien sûr. d'un PC, reprendre le contrôle éventuellement de ce que tu veux faire, pour les développeurs, pour les consoles portables, on en parlait avec SteamOS, aussi pour contrer les éventuelles limites que tu peux avoir sur certains logiciels. Donc au final, ça devient populaire, pas parce que Windows est devenu agaçant, mais surtout parce que tu peux ouvrir les portes de beaucoup plus de choses, quoi. Alors moi, pour moi, il y a tout un narratif. C'est génial de faire un épisode aujourd'hui parce que pour moi, on commence à être... Je sais pas où est-ce qu'on en est, mais on est à un tournant. On est à un tournant et il y a plusieurs narratifs qui montrent aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer. Pour moi, il y a une convergence. Je te rejoins moins dans le fait que pour moi, Microsoft est devenu agaçant et j'ai plein d'exemples pour pouvoir illustrer ça. Et en même temps, il y a Linux qui a été très smart, c'est-à-dire que Linux a compris que pour essayer de séduire un public, il faut essayer d'aller vers, entre guillemets, de rassurer les gens sur les interfaces. Donc, tu as un Linux qui de plus en plus colle au code de Microsoft parce que c'est plus facile de rassurer les gens en disant bah, en fait, viens sur Linux, tu as un menu démarrer, tu as des applications. Et j'ai envie de te dire, un des narratifs aussi qui a énormément servi à Linux, c'est à la fois Mac et macOS, puisque c'est basé à la base sur du C'est du Unix. Unix. C'est du Unix. Ouais. Unix, mais qui est un peu la philosophie de Linux aussi à la base, parce que Linux est une dérivée, je sais pas si Une c'était John Conway, mais abstraction, une mais- variante. Une variante de ouais. Unix en fait, quelque part. Mais c'est quoi tout simplement? Et aussi, même Android, les smartphones en général,
ont commencé à donner la culture aux gens de comment pourrait ressembler un Linux. Par exemple, si je devais attraper quelqu'un, moi, qui est full Windows et que je devais le mettre sur Linux, j'ai envie de lui dire, bah, tu vois, en fait, tu as ton interface graphique, tu as ton menu démarrer, tu as tes applications. Et il va dire, ah ouais, mais moi, pour installer mes applis, j'avais téléchargé un fichier .exe et suivant. Bah, je lui dis, bah là, c'est simple. Sur Linux, tu as ce qu'on appelle un store. Tu vois, comme sur ton téléphone, tu tapes le nom de ton logiciel. Généralement, tu vas le trouver et tu vas pouvoir l'installer. Voilà. Sans vouloir pousser trop loin. Après, il y a le fait de retrouver les mêmes applications sur Windows qui est un peu encore difficile, mais il y a de plus en plus une volonté d'émuler les logiciels Windows. Là, ça demande un peu de bagage technique, mais Il y a globalement... un rapprochement avec les architectures x86 et les changements, ces virages-là, ou ça n'a aucun rapport? Pour l'instant, on va dire que ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Là où, pour moi, ce que tu veux nous amener, le x86, le ARM et tout ça, c'est très clairement pour essayer de faire la compète avec Mac sur de l'efficience, notamment de la puissance et de l'efficience. Ok, donc Au niveau pas de du tout sur l'autonomie. l'OS, ça joue Non, pas du tout là-dessus. Là-dessus, voilà. Mais par contre, il y a eu ce premier truc-là. Il y a de l'autre côté, donc Linux qui fait de gros efforts pour aller vraiment rassurer les gens sur essayez-nous et vous allez voir qu'en fait, c'est pas si dur. Et tu as Microsoft qui a accumulé les mauvais points. Microsoft, c'est quoi? C'est que c'est depuis Windows 8, mais en tout cas, très clairement maintenant, là, depuis Windows 10, c'est un OS avec des pubs, avec des trucs qui viennent C'est popper vrai. toutes les 2 secondes. T'ouvres un menu démarrer, tu sens même un laps de temps, une vieille latence de merde parce qu'il doit actualiser son flux d'actualité, son truc store. Les tuiles, c'était dans l'idée de design, ça pouvait être très intéressant et sympa. Le problème d'une tuile qui était dynamique, c'est qu'elle a besoin constamment d'aller piocher dans des ressources pour s'actualiser. Il y a eu ce truc-là, il y a eu voilà, le côté très intrusif de Windows qui avait absolument envie de tellement t'offrir une expérience personnalisé au poil avec les actualités que tu veux, avec potentiellement les actions en bourse que tu suis toi, etc., que c'est devenu, même un widget météo, etc., que c'est devenu un gouffre Une à usine à gaz, performance. quoi. Voilà, exactement. Et les performances en sont ressenties. Je peux te parler aussi d'un truc qui est arrivé, Copilot. Copilot a été le pire aspect pour Microsoft qui a commencé à faire rager les gens. L'intégration Les gens de détestent Copilot. Copilot de fou. Les gens ont Copilot ils détestent. C'est marrant parce que ils ont vachement poussé cette intégration au point à devenir tellement lassant et inutilisable que Google a fait la même chose avec Gemini, mais sauf que le ressenti est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Il y en a un qui a globalement à peu près réussi un peu plus parce qu'il y a quand même des gens qui sont anti-IA et ça, malheureusement, tu n'arriveras pas forcément à les convaincre sauf au fil du temps. Mais quoi qu'il en soit, tu en as un qui a été beaucoup plus smart dans l'intégration d'un Gemini qui va aller puiser sur des choses très précises. C'est que la différence aussi entre Google et Microsoft, c'est que Google a des aspects, des informations sur toi qui sont beaucoup plus critiques, beaucoup plus intéressantes. Accéder à tes mails, accéder à tes billets d'avion, c'est ce que n'a pas Microsoft dans un Windows. Tu verras jamais en ouvrant ton démarrer qui te dit « Ah bah tiens, t'as ton billet d'avion », sauf si tu es sur Outlook. Et comme aujourd'hui, c'est Gmail qui domine, c'est aussi pour ça que Google réussit mieux. On va parler de l'IA juste après. Ouais, mais je vais te donner un dernier point, par exemple, qui a été un des points des crispations, qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais qui a desservi aussi vraiment Windows. Et à chaque fois, maintenant que tu parles à un geek, il va te dire que Microsoft, c'est le mal absolu. Tu as l'anecdote de Recall. Et je sens que là, Rewan va lever le sourcil et dire oui. Là, Recall. Recall, c'était quoi? C'est une fonction que Microsoft a poussée au point de vouloir l'imposer sur une mise à jour de Windows, qui part d'un bon sentiment. Moi, perso, quand je découvre Recall, je vois un peu l'intérêt. Potentiel, ouais. Recall, c'était quoi? C'est que Recall, en fait, c'est une fonction qui va littéralement enregistrer l'intégralité de ton activité dans ton PC. Tu ouvres un fichier, tu déplaces un fichier, tu cliques quelque part, et il est capable de tout enregistrer. Il fait ce qu'on appelle des snapshots, des photographies à un instant T de ta machine. Complètement. Ça fait que si toi, 3 jours après, tu dis « Ah merde, j'ai déplacé un truc et je sais plus où je l'ai mis ou je sais plus comment », et ben avec la fonction Recall, tu pouvais rappeler et dire à Microsoft en tapant normalement, genre « J'ai déplacé un fichier il y a 3 jours, c'était un fichier Excel, machin, je sais plus où je l'ai mis. » Tu peux me dire, lui, il avait la fonctionnalité de dire « Oui, je l'ai dans mon truc, je peux te rappeler où est-ce que tu l'as mis, je peux te ramener à un instant T. » Et chronologiquement, tu peux défiler dans ton interface, en tout cas dans le timing d'utilisation, quoi. Moi, ce qui me fumait là-dessus, une anecdote à la con, c'est que ça prenait des captures d'écran. Donc, des fois, si tu avais ton gestionnaire de mots de passe ouvert et tout, ça pouvait prendre des photos de tes mots de passe et c'était stocké en clair. En fait, tu avais un dossier particulier dans lequel tu pouvais accéder, tu avais toutes les captures d'écran de Recall et tout. Je trouve ça fou
qu'ils aient mis ça en production en se disant bah ouais, ça va passer tranquille, il y a pas de problème. Et c'est exactement là le point où Rewan arrive, c'est que ce truc-là a fait un tollé général parce que Rewan a donné un très bon cas d'exemple. Et puis, on va pas se mentir, il y a des choses qu'on fait de manière très privée sur nos PC. Consulter une vidéo pour adultes parce qu'on a envie de se mettre bien. Voilà, des choses qui sont quand même Mais très même sensibles. au-delà de ça, oui, des mails qui sont sensibles, des messages qui peuvent l'être. Juste Ouais. simplement, ça relève du domaine de la vie privée. Exactement. Et donc, ce truc-là, il y a aussi le fait que c'était potentiellement stocké sur des serveurs Microsoft, que même si on peut essayer de voir le côté très bon de Microsoft en disant non, mais même ils vont respecter, ça va être chiffré, peu importe, tu te dis, mais si demain c'est hacké ce truc-là, qu'est-ce qui se passe? Quand ce sera hacké, même. Voilà, exactement. Quand ça sera hacké, le potentiel de nuisance était à la fois fou. Et puis, encore une fois, c'était vraiment une intrusion même d'un GAFAM, encore une fois de plus, dans ce truc-là. Donc, tout ce narratif-là a contribué. Et pour moi, je termine là-dessus, mais voilà, tu vois mon schéma. C'est-à-dire que Microsoft s'est un peu tiré des balles dans le pied de plus en plus. Et on le voit, hein, d'ailleurs, on va en parler, mais Microsoft, aujourd'hui, a une communication très offensive en disant on va réparer nos conneries, ça y est, on a compris. Forcer même à mettre un logging quand tu installes Windows, de mettre ton compte Outlook, MSN, Hotmail, tout ça, ça cassait la tête aux gens. Tu étais obligé, tu pouvais plus dire non, je veux juste un compte t'es local. toujours obligé. Voilà, exactement. Il y avait des trucs de contournement. Bref, il y a toute une séquence où Microsoft, c'est juste tirer des balles dans le pied. Là où, par exemple, Linux a commencé à dire nous, on est là, on est gentil. Nous, c'est pas du tout notre délire, le côté intrusif. Et on va avoir sans doute une bataille globale, et je vais vous donner la main là-dessus, où il y a des OS, parce qu'il y en a plusieurs, et je vais en parler d'un un peu plus tard dans la discussion, pour voir que Microsoft n'est pas tout seul là-dedans. Il y a des OS full orientés IA, et donc qui dit IA dit fatalement je dois bouffer un max de données pour te servir au mieux. Et tu as le côté Linux qui dit nous on est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que nous on propose un OS avec un démarré, un store, et après toi l'IA si tu as envie de te la rajouter, tu te la rajoutes, mais bref on vous force à rien et on reste sur les fondamentaux de ce qu'est un système d'exploitation sans pub, sans machin, sans tous ces trucs intrusifs. Dans tout ça, moi j'ai utilisé beaucoup Windows et ensuite j'ai basculé sur macOS parce que dans le cadre de mes études, j'ai récupéré un ordinateur portable, un MacBook, et du coup j'ai récupéré un macOS. Du coup maintenant ça tourne sur macOS, avant c'était OS X. Mais macOS, il n'y a jamais eu la domination qu'a eu Windows. Par contre, ils avaient gagné quelque chose d'autre, c'est une image. Oui. Une image des machines, des créatifs, des monteurs, des designers, des musiciens, des personnes qui voulaient avoir un écosystème qui soit et une expérience surtout qui soit fluide, cohérente, silencieuse, et surtout un truc qui est sécurisé. Après, évidemment, on le sait, et tu t'en as parlé mieux que personne, Rewan, c'est que il y avait beaucoup plus de machines Windows, donc forcément, quand on voulait hacker quelque chose, on allait d'abord de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours eu cette fameuse réputation que moi, j'ai aussi prôné, évidemment, en l'utilisant et en me rendant compte aussi de la longévité des produits grâce au travail qui a été fait dessus. Et puis maintenant est arrivé Apple Silicon. Et là, la perception change beaucoup, puisque le Mac est pas seulement beau, il est aussi devenu ultra puissant. Et surtout, ils ont réussi à démocratiser quelque chose qui n'était pas là, qui n'était pas présent jusqu'à présent, à savoir une puce qui est très performante, aussi capable de faire du gaming, même si c'est pas forcément ce qu'ils mettent en avant pour l'instant, même si c'est en train de changer un petit peu. Encore une fois, ça c'est parce qu'il y avait le jardin bien gardé de Microsoft, ou pour un développeur de jeu, basculer sur macOS, sachant qu'en même temps macOS n'était pas très populaire, tu vois, pour faire, je vais caricaturer, mais pour faire 5 bandes là où t'en fais 200 sur Windows, ça, on développe sur Windows d'abord, le coût valait pas la chandelle. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, avec le lancement de ces nouvelles puces, il y a beaucoup de choses qui commencent à changer dans l'aspect du gaming, dans l'autonomie aussi, parce que c'est vrai que Windows avait aussi cet avantage par moment, même si ils ont toujours été très efficaces. Et surtout avec le fameux MacBook Neo qui relance pas mal de choses, donc avec un processeur qui est différent, mais surtout qui ouvre une nouvelle cible que Windows toujours prônait, c'est-à-dire les PC et un écosystème accessible pour pas cher. Mac et Apple a mis un premier plat ultra agressif là-dedans, et surtout a réussi à créer un précédent là où il n'y en avait pas jusqu'à présent. C'est qu'on va avoir une compétition qui est accrue sur un secteur où les gens veulent aller dans un premier pas, sur un premier ordinateur. Et c'est là le point critique. Pour moi, c'est le MacBook Neo, c'est
une volonté d'attaquer un segment qui est aujourd'hui majoritairement dominé à la fois par la partie éducative qui est majoritairement sur Chrome OS qu'on avait détaillé dans les actus de la semaine précédente. Et dans le marché américain, parce qu'on ne se rend pas compte, On en a un mais petit peu tout ce en marché-là, France, en Europe, mais il est très axé marché américain. En fait, en général, il regarde le marché américain. Parce que, tu vois, on dit ça Chrome OS, mais c'est vrai qu'en France, par exemple, c'est pas une généralité que Chrome OS est dans l'éducation. Il y en a de plus en plus, mais effectivement, c'est moins que la proportion des 68%, je crois, dans l'éducation. Bah, j'ai posé la question à mon frère, on l'écoutera tout à l'heure. Il a fait un petit vocal justement sur son utilisation de Chrome OS qu'il a pas mal utilisé. Donc on verra ça tout à l'heure, mais je te laisse poursuivre. Voilà, et le fait que, effectivement, les PC entrée de gamme sur Windows, déjà, tu as à boire et à manger, tu sais pas forcément quoi acheter, etc. Et le prix, la personne moyenne qui n'y connaît rien et veut acheter un truc pour le prix qu'elle peut avoir aujourd'hui, un PC Windows et un MacBook Neo, bah, en fait, le choix, il est vraiment très vite fait. Et le fait de se positionner là-dessus est vachement intéressant pour macOS parce que c'est des gens qui vont mettre un premier pied dans l'utilisation de macOS relativement tôt dans leur éducation et qui potentiellement va faire en sorte de fidéliser les clients qui vont par la suite rester sur du MacBook, peut-être passer sur du MacBook Air, du MacBook Pro, etc. Et en plus, créer une synergie avec l'écosystème Apple, avec les iPhones, etc. Il y a un truc aussi que je constate dans cette discussion, et c'est pour ça que je saisis un petit peu la perche que tu tends. Il faut savoir que historiquement, à l'époque, on était OK d'avoir un PC qui rame du cul quand on savait qu'on avait mis 200, 300 euros, 300 euros dans un PC. Je pense qu'aujourd'hui aussi, les choses tentent à changer, où on s'agace plus d'avoir un PC qui rame, parce que justement, même aujourd'hui, nos téléphones, nos smartphones, moi, pour tester des tels à 300, 200 euros, tu as quand même quelque chose de globalement fluide. Si tu pousses pas genre le jeu et autres, mais si tu es sur une interface, c'est globalement fluide. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un ras-le-bol aussi où Microsoft doit absolument réagir. C'est qu'il pourrait dire encore aux gens, non mais achetez pas un MacBook Neo, parce qu'on se rend pas compte, mais un MacBook Neo, ça reste un prix quand même. C'est plus accessible. Mais par exemple, quelqu'un qui a que 300 euros à mettre dans un PC peut pas acheter un MacBook Neo. Mais par contre, aujourd'hui, je pense que les gens qui achètent ce type de PC-là, ils vont s'agacer plus vite aujourd'hui en voyant un truc qui rame de ouf, plus qu'avant, où avant, on était habitué parce que on savait qu'on avait mis 300 euros et on n'avait pas, par exemple, nos smartphones qui étaient globalement fluides, même quand tu achètes un Xiaomi Redmi Note à 200 balles. Quoi. On sort de l'OS, mais j'ai vu une vidéo d'un mec justement qui comparait le MacBook Neo avec un PC qui tourne effectivement sous Windows, mais qui pourrait tourner sur d'autres trucs, peu importe, qui compare justement le design, la solidité, la qualité de l'écran et tout entre le Neo et le truc. Et là, tu fais, waouh, franchement, il y a un gouffre qui a été creusé. En fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de constructeurs. Alors, effectivement, c'était pas à tort, puisque des Asus, des choses comme ça, ont des cibles à toucher avec des PC comme ça. Mais c'est vrai que tu te rends compte qu'il n'y a pas eu de gap franchi dans ce secteur de prix. Non. Tu vas avoir des frameworks qui font des PC magnifiques autour même dans des secteurs. Quand on s'approche des 1500, 2000 euros, tu vas avoir des HP, tu vas avoir des trucs très frameworks avec des trucs très premium. Mais en dessous de la barre des 1000 euros, tu as l'impression qu'ils vont choper tous les composants les pires du monde, des plastiques ultra craignos. Tu peux ajuster le PC en le tordant comme ça, tordant l'écran. C'est fou, quoi. Non, mais t'as raison, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que l'industrie était en mode tranquille, genre, on fait pas d'efforts là-dessus, parce qu'en fait, on n'a personne pour nous challenger. C'est-à-dire que tu pourrais presque penser en théorie du complot que Lenovo, Acer et tout sont tous appelés pour dire, OK, bon, à ce niveau de prix-là, on est d'accord, hein, on met tous de la merde comme ça, c'est juste au design, c'est juste à l'affect à la marque. Il pourrait y avoir une théorie. J'ai pas de preuves pour dire ce que je suis en train de dire, mais surtout que, encore une fois, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, Apple gère tout de bout en bout. Il gère l'OS, il gère le hardware, il gère le design, il gère les composants. C'est aussi pour ça que je pense qu'ils doivent être très contents de s'être séparés de Intel et d'avoir créé les puces M1, de développer eux-mêmes leur propre écran et de plus acheter ceux que Samsung faisait à l'époque. En fait, le meilleur move de Apple, ça a été de tout réinternaliser, de dire on maîtrise tout de bout en bout. Parce que les problèmes de Windows qu'on attribue à Windows aujourd'hui ne sont pas que les problèmes de Windows. Exactement. C'est des problèmes d'avoir 15 000 fabricants, d'avoir 15 000 types de matériel à supporter avec 15 000 types de drivers, donc de pilotes matériels à installer qui répondent différemment. Un truc à la con. Les drivers, je ne sais pas si vous avez eu à l'époque des PC portables avec les drivers, je crois que ça s'appelait Synaptic, les touchpads. Ah oui. Les pads tu sais, les pads de les pads souris. de PC, quoi. Ouais, de PC.
quand tu avais des drivers synaptiques là-dessus, qu'est-ce que ça fonctionnait pas bien? Là où maintenant Windows a son moderne touchpad ou un truc comme ça, un driver Windows qui est un standard, qui a amélioré drastiquement à la fois le ressenti de ton touchpad et en plus l'autonomie de ton PC, puisque tu n'avais pas besoin de ce pilote-là qui était juste catastrophique. Même les cartes son. Mais Ouais, vous Sound touchez, Blaster vous touchez et un, tout ça, un quoi. point de dingue. Mais- Tu vois, ça, c'est des trucs que tu retrouves pas sur mais c'est des Mac, problèmes quoi. que le consommateur moyen veut pas Mais avoir. veut pas Tu gérer, ouais. Tu vas pas acheter un PC parce que aujourd'hui il utilise des drivers en moderne touchpad machin comparé aux drivers synaptiques, c'est une réflexion de fou et ça vous pouvez drastiquement changer ton expérience, c'est-à-dire que Mais oui. tu pouvais perdre carrément le fait de défiler à 2 doigts sur une page ou de glisser, de faire des à 3 doigts ou à 4 doigts le touche Multitouch, ouais. le multipoint. Tu pouvais le perdre juste avec ce driver-là. Moi, j'avais eu un PC où le driver crachait régulièrement, donc de temps en temps, tu perdais la souris. Et, Voilà. pour ne pas que s'acharner sur Microsoft et Windows, c'était pareil aussi pour Linux. Linux, moi, je me souviens d'avoir passé 4 heures à me battre avec des choses pour pouvoir installer les drivers NVIDIA qui étaient très mal supportés, tu vois, qui n'étaient pas bien foutus. Et il fallait passer des fois par des bêtas pour que ça fonctionne. Et quand tu n'étais pas au courant, voilà. Ça, c'était je trouve Linux ça, aussi, je trouve pareil. ça dingue en fait d'aujourd'hui encore proposer ce genre d'expérience qui en fait change rien parce que même si t'es un barbu de fou, c'est pas des choses qui vont être nécessairement différentes ou en tout cas tu vas vouloir bidouiller, mais ou alors tu laisses cette possibilité, mais en tout cas t'es censé avoir toutes les clés en main. T'installes une application, t'as tout qui va avec. Non, mais faut que Là, parfois, je te jure, mais quand on a monté le PC gaming, il y a des moments où j'étais en train de câbler. Je fais, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui fonctionne pas. Oui, mais en fait, c'est peut-être parce que le driver est pas mis à jour ou alors c'est pas ce driver qu'il faut là. Il faut aller télécharger un autre truc de machin. Et t'es là, en fait, mais ça te nique l'expérience. C'est fou. Mais tu vois, pour certains, c'est devenu un challenge. Moi, je me souviens qu'à un moment, en fait, tu es tellement dans une galère que tu prends ça avec philosophie et que limite, c'est devenu un jeu, le truc Bien sûr. d'essayer de résoudre. Et tu vas te coucher avec la plus grande des satisfactions si tu as réussi. Et parfois, c'est des genres de trucs où tu te dis, mec, il est 4 heures du matin, j'aurais peut-être dû jeter l'éponge il y a 4 heures, mais que tu es encore dessus parce que, genre, c'est devenu T'es personnel. tellement sur ta lancée que t'es en train de Et- faire un challenge. et c'est personnel. Ça, c'est Rewan au week-end quand il va Non, mais- repartir avec le PC. On est tous. Tu veux une anecdote? Le Mac que tu vois dans la vidéo qui est dans mon bureau, là, j'ai fait une mise à jour de Linux, il n'y a plus de son dessus. Ça fait 2 semaines que je me dis, il faut que je me penche là-dessus. Je Ouais, sais que mais c'est fou. Mais ça va être une après-midi. Ouais, mais. Voire une nuit. Ouais. Et c'est-à-dire, parce qu'à un moment, c'est personnel. C'est-à-dire que Oui, truc-là, c'est ça. malheureusement, c'est un tu peux challenge. pas Qu'est-ce lui qui a faire une clé de cassé? bras, mais- Comment je le répare? Et comment je fais en sorte que ce problème-là ne survienne plus jamais? Ouais, exactement. Mais ça, effectivement, c'est aussi ce qui faisait. C'est un peu le pendant, on va dire. Tu as les avantages et les défauts. L'avantage de t'adresser à tout le monde, c'est que tu t'offres un public large. Le problème, c'est que tu dois répondre à chaque besoin et à chaque itération. Et ça, c'est compliqué. Et d'ailleurs, tu parlais justement tout à l'heure des plateformes x86 ARM. C'est devenu le combat de la vie de Microsoft de réussir à tourner, ou en tout cas à faire la transition entre les deux plateformes. Et ça a démarré très très mal. Qui se rappelle de Windows RT, presque personne, mais c'est un truc, c'était catastrophique. Parce que il faut émuler toutes les applications. Là où Apple a travaillé en sous-marin, a fait ce truc-là, les émulateurs, tu sais, pour faire la transition des applications depuis Intel vers les puces M. Ils ont tout bien préparé en amont. Là où Microsoft a dit, ouais, on jette tout, on annonce tout et on verra, on va régler les problèmes au fil de l'eau. Un peu comme quand aujourd'hui on sort un jeu parce qu'on n'a plus le temps et qu'il faut le sortir Day One et on fera un patch de 75 gigas, patch Day One, les fameux patch Day One et tout ça. C'est un peu ça qui est catastrophique. Bon, après, le MacBook Neo n'écrase pas tout, hein. Quand même, il a des compromis. Il change par contre la comparaison qu'on va avoir sur ce genre d'univers. Mais avant, le Mac, c'était mieux, mais trop cher. Aujourd'hui, Apple, justement, essaie de rendre le PC moyen beaucoup plus séduisant. Et il relance le standard de fabrication, comme tu le disais. Voilà. Moi, j'ai vu un peu la vidéo de Léo Duff aussi, où juste au début, il parle de l'écran qui se lève, de cette charnière et tout ça. Ça fait aussi toute la différence avec un écran qui supporte mieux, tu vois. Mais c'est con. C'est des trucs cons. C'est mais des trucs tout bêtes, en mais fait, c'est indispensable. Dans toute l'expérience, tu te dis, ça participe à la premiumisation de te dire, OK, l'entrée de gamme, parce que ça reste de l'entrée de gamme, même si en vrai, tu es plus sur de l'entrée de gamme premium, voire du milieu de gamme, de se dire, je peux avoir un PC relativement peu onéreux, mais qui coche toutes les cases de ce que l'utilisateur moyen attend. Créer un nouveau standard. Ça me rappelle juste Memfree qui disait les mecs, ils vous entubent avec des forfaits, alors qu'en vrai, moi, à 2 €, je suis rentable, tu vois. C'est un peu le même message Je suis assez d'accord, c'est vrai. Apple a fait avec ce Mac Neo. Ensuite, il y a Chrome OS. Et pour se plonger dans cet univers, je vous propose d'écouter mon frère qui a utilisé en tout cas Chrome OS et différents OS.
Je sais pas du tout ce qu'il va dire. Le retour de Vassili. Le retour. Allez. Donc on va voir. Je vous laisse écouter et puis on en parle après. Hello, alors moi pour le coup, pour avoir utilisé globalement 3 OS, j'ai été sur macOS, Windows et Chrome OS. Euh, je trouve que le plus, on va dire le plus fluide, le plus pur, ça reste macOS, le plus simple, le plus facile à utiliser. Je trouve aujourd'hui quand même toujours que le plus complet, ça reste Windows, que ça soit dans la personnalisation ou dans le fait de pouvoir exploiter à vraiment 100%. Après, bon, ok, je connais pas, j'ai jamais utilisé des trucs genre Linux, etc. Mais pour les 3 que j'ai utilisés, c'est clairement Windows qui est au-dessus là-dessus. Et notamment pour le jeu vidéo. C'est quand même beaucoup mieux optimisé qu'un macOS, par exemple. Et pour ce qui est de Chrome OS, pour le coup, je pense qu'en tant qu'étudiant ou pour un jeune, par exemple, c'est un bon premier OS, un bon premier ordi dans le sens où c'est un peu comme un iPhone à l'ancienne, c'est-à-dire que tu as accès que au Play Store, du coup, sur lequel tu peux installer des applications qui sont faites et dédiées pour ces ordinateurs-là, mais tu n'as pas tu peux pas faire installer tout depuis Internet. Alors, je sais que tu as des manières de débloquer les ordis sous Chrome OS pour derrière pouvoir installer des applications tierces, mais normalement, si tu es qui connaît pas trop et qui l'achète juste pour, je sais pas, je dis une connerie, ses études et tout, c'est un ordi que tu peux pas, du coup, pas typiquement, tu peux pas installer un Epic Game Store, un Dofus, enfin un Kama Launcher, etc. Tu peux vraiment installer que ce qu'il y a sur le Play Store. Donc, ce qui est bien à la fois, c'est que du coup, tu es un peu protégé de toutes sortes de, on va dire, virus que tu pourrais télécharger d'ailleurs que sur le Play Store, parce que normalement, les applications Play Store sont quand même vérifiées. Maintenant, je trouve que les applications sont encore limitées aujourd'hui sur certaines choses. Typiquement, si tu veux faire de la production, c'est quand même pas terrible. Donc après, c'est vraiment un ordi plutôt prise de notes, recherche internet, à la limite un petit peu de multimédia avec le streaming, etc. Mais voilà. Il enregistre dans une baignoire, j'ai l'impression. Il a enregistré avec un Kiddy Zoom. Sûrement un PC Windows avec Zoom. lequel il a enregistré. Ça doit être la compression Avec une carte du Zoom Blaster message. Pro. Du message vocal sur le téléphone Mais qui c'est est super. terrible. Son angle est super marrant parce qu'il a direct parlé de personnalisation. Donc, tu es déjà sur un usage relativement avancé sur un poste. Il n'a pas parlé de fiabilité, machin. Et en plus, il a utilisé un terme qui m'a fait rire. Il a fait, j'ai pas utilisé le reste, genre Linux. Tu vois, genre les trucs de Golemont Genre, là, les trucs qui sont cat à de utiliser. gueux là. Ce qui est faux, parce qu'en fait, Linux, il s'en sert tous les jours, il a juste pas conscientisé le truc, mais forcément qu'il a des objets connectés qui tournent sous Android Linux derrière. même. Donc, en termes d'OS de bureau, en vrai, la réflexion était intéressante parce que lui, il a vraiment utilisé les produits en fonction de certaines étapes, certains cas d'utilisation typiques de De sa ses vie. besoins, ouais. Ouais, genre Chrome OS, c'était les études. Je peux installer que les applications du Play Store qui me sont rendues disponibles dans le cadre de mes études, donc typiquement Google traitement de texte, Docs, navigateur, etc. Donc c'est très bien juste pour ces tâches-là, et en plus ça coûte pas cher et c'est réparable. J'ai fait du Windows quand je jouais, parce que Exactement. C'est ce que j'ai vu. pourquoi utiliser autre chose? Alors il a dit parce que de toute façon il y a moins sur macOS, etc. Le débat sur le jeu vidéo il est intéressant parce que forcément que tu as davantage d'avancées sur Windows pour plusieurs raisons. Déjà, la majorité des gens sont sur Windows, donc forcément que tu vas développer des jeux et des solutions pour les rendre compatibles avec Windows. Et surtout, aujourd'hui, le truc majoritaire qui bloque l'adoption de Linux dans le jeu, c'est les anti-cheats. Donc, tu as tout un tas d'anti-cheats qui sont, par exemple, comment il s'appelle celui de... Battlefield. Le truc avec de le panda là. Ouais, tu as celui avec le panda. Tu vas avoir Vanguard chez Riot. Tu vas avoir... Battle.eye, c'est celui de Arma et tout ça, je crois. Ou peut-être Activision ou Blizzard, je sais plus. Bref, ces anti-cheats-là, tournent au niveau du noyau. Et en fait, pour les rendre compatibles avec Linux, etc., c'est un redéveloppement complet. Tu peux pas Ah oui, d'accord. faire autre chose qu'aujourd'hui. Ça coûte cher à un développeur de se dire je vais faire un anti-cheat juste pour Linux. Là où juste la couche de traduction que Proton propose pour les jeux, quand il n'y a pas d'anti-cheat, ça fonctionne globalement très bien. Très bien. Très bien. Tu peux jouer à des jeux des fois qui vont mieux tourner sur Linux alors qu'ils ont été développés
à la base pour Windows, ce qui est complètement fou. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les jeux compétitifs hors Counter-Strike, tu ne les retrouves pas sur Linux parce que c'est des jeux qui nécessiteraient de redévelopper l'anti-cheat spécifiquement pour Linux. Mais c'est super intéressant d'entendre lui la manière qu'il a eu d'aborder le truc. Et aujourd'hui, il est sur macOS, je pense, pour tout ce qui est utilisation au quotidien, etc. Et il doit toujours avoir sa tour de gaming quand il veut jouer. C'est ça, avec ses potes. En vrai, il est plutôt à 80% sur Sur même Windows. un bon 90% sur Windows Ouais. à travers le PC gaming. T'es mal PC gaming en même temps. Mais il fait tout dessus, même des montages ou des choses comme ça. Il a toute la puissance dont il a besoin. du coup. Exactement. Et surtout dédié pour le jeu vidéo. Mais après, c'est vrai que macOS, c'est plutôt en déplacement, tu vois, sur un MacBook Air. Il y a un truc qui est intéressant dans ce qu'il raconte, c'est qu'en vrai, on se rend pas compte, mais pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est là, d'ailleurs pour moi, un des premiers dangers qu'a subi Windows, c'est que de plus en plus, on passait notre temps sur nos navigateurs. Et ça, Google l'avait très bien compris en sortant les Chromebooks, en se disant qu'avec un navigateur qui devient finalement pratiquement un OS à lui complet, parce qu'entre les modules complémentaires, les extensions, tout ce que tu Les peux mises à jour, installer, etc. et on va dire l'apogée du cloud fait en sorte que finalement tu te disais pourquoi acheter une licence Windows alors qu'en fait tu démarres un PC, c'est ton navigateur Chrome qui démarre et tu fais exactement tout ce que tu as à faire parce que c'est ce que tu fais 99% de ton temps. Et ben ça a été le bon move donc de Google qui a fait T'as en plus complètement raison. en fait en sorte de rendre ça très peu cher. Ouais, C'est puis ça. c'est vraiment un ordinateur navigateur, c'est-à-dire que tu fais tout dessus, et puis il y a quelques applications, de la suite Google, hein, donc les YouTube. Même Office, en vrai, maintenant, les, Microsoft a aussi ses versions web de ses Maintenant, applications. ouais, c'est ça, tu peux avoir les versions web, mais avant, en termes d'applications, tu avais le strict nécessaire, donc les applications Google, mais bon, Et ils ont- elles sont quand même assez nombreuses. Et ils ont développé ce que disait Vassili un peu. Alors, il se trompait, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. C'est pas le Play Store, mais le Chrome Store. Et de plus en plus, il y a une convergence du côté de chez Google qui fait que le Play Store commence à converger avec le Chrome Store et que C'est vrai bientôt. que t'en as vraiment deux différents. Pour moi, Oui. t'avais plus ou moins des. Non, tu as deux différents parce que trucs, tu pouvais pas mettre des applis pure Android, on va dire, dans Chrome OS. Mais de plus en plus, il y a un rapprochement des deux, sachant quand même que ce concept, il atteint un peu ses limites, on le sent, parce que chez Google, ça bouge et c'est un des outsiders que je voulais vous ramener aussi. Je crois que je sais où tu vas aller. Est-ce que je peux Vas-y, te l'amorcer vas-y. parce que j'ai une anecdote là-dessus. Mhm. Hier, j'étais au taf, j'étais au bureau et j'avais un moment plus de batterie sur mon téléphone. Vu que je sortais le soir, je voulais m'assurer d'avoir de la batterie. Et en fait, je travaille sur des docks. Donc j'ai mon PC Windows qui est branché à un dock qui me donne de l'alimentation et l'écran. Je l'ai débranché et j'ai mis mon téléphone. J'ai un Samsung Galaxy Fold 7. Et donc je commence à bosser machin. L'écran se rallume, donc le grand écran. Et en fait, il a booté sur Dex, Sur Dex, ouais. qui est la partie bureau de Samsung. Je m'en suis jamais servi et je me suis dit, mais en fait, est-ce que il n'y a pas comment dire, au-delà de Chrome OS, une transition qui va être faite où en mode, avec la performance que tu as dans un smartphone et l'argument de la navigateurisation de tes applications, en fait, le fait que le SaaS, le cloud, te permet de travailler quasiment avec la totalité de tes applications dans un navigateur, est-ce que le futur, c'est pas plus d'ordinateur et tout le monde bosse sur un smartphone? Et je pense que c'est là où tu vas avec oui, peut-être Android c'est à peu 17. près que je vais là. Alors, c'est pas exactement ça, mais quoi qu'il en soit, en ce moment, chez Google, en interne, ils travaillent sur un projet un peu secret qui s'appelle Aluminium OS, qui est finalement la convergence entre Chrome OS et Android. Et le tout mis dans un PC. Alors, c'est pas là où j'allais, du coup. Je Non, peux peut-être mais- te donner une piste qui Ouais. est les prémices de Aluminium OS. C'est que Samsung Dex, aujourd'hui, c'est une exclusivité Samsung sur les plus hauts de gamme des téléphones de chez Samsung. Sur la version d'Android 17, la version... Dex, on peut peut-être le résumer, c'est tu branches ton téléphone Samsung à un écran externe, Oui. et ça te permet de simuler une interface expérience, bureau. une T'as une interface de bureau. Donc en fait, tu passes l'aspect monolithique, mono-écran, etc., à une interface de fenêtre comme tu pourrais avoir quand tu es sur un OS de bureau avec plusieurs fenêtres pour tes applications. Android 17 l'embarque nativement pour tous les appareils compatibles avec Android 17. Alors il faut la compatibilité matérielle, mais si en théorie tu peux installer Android 17, tu vas pouvoir avoir la version Android de bureau sans avoir un téléphone Samsung. Et Ça fait partie des nouveautés. c'est un sujet qui a toujours été un sujet de fond, même chez les constructeurs, parce que par exemple Xiaomi, sur ses tablettes, avait un mode desktop qu'ils ont plus ou moins, alors qui est dispo, qui est un peu caché, on va dire, que tu dois activer.
mais tous plus ou moins aller vers ces choses-là. Même, tu vois, je t'ai montré tout à l'heure, j'avais un Red Magic avec moi, une marque qui avait aussi son mode desktop. Je pense qu'ils vont tous plus ou moins globalement l'abandonner. Peut-être Samsung va avoir un peu de mal parce qu'il y a toujours un peu une histoire d'ego là-dedans, mais au profit d'Android qui est un peu en train de développer son mode desktop dont on entend toujours C'était parler. pas uniforme. Là où j'allais, c'était que là maintenant c'est Android, ça veut dire que c'est supporté nativement. Là Exactement. où aujourd'hui tu achetais certains modèles de tablettes, dès que tu branchais ton clavier, si c'était une tablette qui était vendue avec un clavier ou que tu achetais un clavier tiers, ça te passait en mode de bureau, mais tu n'étais jamais sûr à l'avance, tu t'es pas renseigné sur quel modèle le supportait ou pas et quelle marque le faisait ou pas. Et du coup, ça va envoyer le signal au constructeur en disant vous n'avez plus besoin de payer quelqu'un pour développer ce petit mode alternatif. Nous, on va le faire pour vous. Il faut savoir que Chromebook, c'est quand même estimé le marché des Chromebooks à 42,8 milliards d'ici 2034, mais qu'eux aussi veulent maintenant attaquer le segment du premium. Donc, il y aura des PC avec tout. En fait, il y a tout un narratif. C'est-à-dire que là, maintenant, Qualcomm est arrivé. Tu parlais de x86 ARM. Mine de rien, tu n'avais pas totalement tort dans l'approche. C'est que avoir débloqué ce palier-là en disant Qualcomm qui dit à tout le monde je fais des puces mobiles qui vont concurrencer les puces M de Apple, mais qui seront sur des PC haut de gamme avec des fréquences plus élevées, etc. Ça envoie le signal à Android en lui disant Coco, si tu as envie d'aller sur le PC, le PC premium, j'ai la puce qui va bien, tu peux y aller. Quoi. Chose que Google avait déjà tenté de faire. Ils ont sorti un modèle, je sais plus, j'ai plus le nom, peut-être que tu vas l'avoir pour moi. C'était un PC qui était sous Chrome OS, mais très premium, très bonne caméra. Je crois que c'était un châssis aussi aluminium, CNC, etc. Mais c'était pas l'ancien Chromebook? Ah, c'était peut-être le Chromebook qui s'appelait Chromebook. Ouais, je crois que ça avait raison. Qui était très premium. Mais le problème, c'était qu'en fait, c'est pas que ça avait pas. Enfin, c'est que dans le marché dans lequel il se trouvait, ça avait pas de sens de faire un PC au prix d'un PC Windows ou d'un PC Mac avec Chrome OS et les limitations de Chrome OS. Oui. Et c'est rigolo parce que Windows avait fait l'inverse. Je sais pas si tu te souviens, mais tu pouvais acheter à l'époque de la sortie de Windows 10 des tablettes qui étaient presque des specs de tablettes Android, qui étaient des tout petits tablettes qui tournaient sur Windows 10 et qui tournaient avec un Windows qui était Windows S, ou pour Windows, je crois c'était Slim, qui en fait ne te permettait pas d'installer d'applications en dehors du Microsoft Store. Tu parlais de Windows RT même aussi. Ah, Windows RT, alors non, RT c'était sur Windows 8 et c'était la version ARM de Windows. Exactement. Donc c'est encore différent. Ok. Et parce que là, c'était carrément une. Les Surface X aussi. Toi, tu en avais aujourd'hui. J'en ai une aussi, mais il y avait les premières versions aussi également qui te limitaient à mettre que de ce qui venait de Windows Store et pas du tout d'applications X. Et pas toutes les applications du Windows Store. Et tu avais une meilleure autonomie, mais tu pouvais rien faire. C'était un PC Windows, tu pouvais pas installer d'appli Windows. C'était incroyable. Exactement. Donc c'est rigolo. Et en fait, on a l'impression qu'ils se cherchent un petit peu. C'était aux prémices, puisque la version de Windows 8, à partir de Windows 8 et Windows 10, était disponible bien avant que macOS fasse le développement de ces puces silicone qui sont sur base ARM, donc les puces M1, etc. Et je sais pas pourquoi, ils n'ont jamais cru, ils n'ont jamais mis plus d'efforts que ça. Et en fait, quand c'est sorti, ils se sont retrouvés comme des cons parce que macOS avait pensé à l'expérience utilisateur avant de penser à qu'est-ce qu'on va faire de nos puces. C'est ça. Donc quand c'était sorti, c'était oui, vous pouvez acheter Mac. Mais en plus, on vous fournit. Comment il s'appelait la couche de traduction Il y avait l'émulateur Rosetta. C'était Rosetta qui te permettait, pendant ce temps-là où les développeurs devaient se rattraper, avec leur redéveloppement de leurs applications, en disant bah ouais, vous allez peut-être avoir des pertes de performance, ou des fois ça va peut-être être très transparent. Vous allez pouvoir utiliser ces applications-là pendant cette période transitoire grâce à l'émulation. Et en vrai, idée trop bonne. Là où Windows, même aujourd'hui, avec certaines applications sur les Windows, sur les Surface X, ils ont un concurrent à Rosetta, un émulateur aussi qui est censé faire le taf. C'est juste qu'ils n'y arrivent pas en fait. Ça demande tellement de ressources et ça fonctionne beaucoup moins bien. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait dans le podcast, c'est que Microsoft a fait on balance tout et advienne que pourra, on essaiera de rafistoler le truc. Là où Apple a pris son temps en disant on prépare les gens et il faut absolument que ça fonctionne de manière le plus transparent possible pour les gens. Au final, est-ce qu'on pourrait déterminer quel OS pour quel usage aujourd'hui, ou tout commence un petit peu à se mélanger? Je pense que tu peux, mais je pense que c'est pas forcément qu'une question de prix, c'est qu'une question de cas d'usage et ça va être aussi une question de prix. C'est-à-dire que il y a le narratif de se dire qu'aujourd'hui macOS est exclusivement pour les créatifs, il est plus vrai. Le fait de dire Linux n'est que pour les geeks n'est plus vrai non plus. Et le fait de dire que Windows est le meilleur OS pour tout faire aujourd'hui est aussi plus vrai. Tu as une espèce de ligne qui devient floue entre les différents systèmes d'exploitation. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines catégories de machines qui sont meilleures pour certaines catégories de travail.
Et puis c'est dans un instant T aussi, parce que Bien ça sûr. évolue beaucoup, comme disait Mathieu. Et ce que disait Vassili dans son propos, tacitement, par le fait qu'il avait utilisé certains OS dans certains cas précis. Vous êtes à l'école, vous ne faites que du traitement de texte et des applications de navigateur. Chrome OS fait très bien le taf, vous allez avoir une bonne autonomie, vous n'allez pas payer cher, vous allez avoir la réapparabilité. Vous voulez aller sur quelque chose de plus premium ou vous voulez quelque chose qui soit un peu plus compatible, un peu plus sympa visuellement et un peu plus intégré, potentiellement du macOS sur du MacBook Neo, ce sera tout à fait adapté à ce travail-là et c'est un PC un ordinateur que vous allez pouvoir traîner pendant plus de temps. Vous voulez quelque chose qui réponde à globalement tous les besoins mais qui va en exceller à aucun ou un truc spécifiquement pour jouer, etc. Bah, Windows sera un très bon cas d'usage. Et vous avez envie d'aller vers une alternative avec quelque chose de plus responsable, potentiellement un peu plus compliqué à prendre en main au départ, pas forcément installé, mais juste à prendre en main, mais qui est bon partout pour peu que vous ayez un petit peu de l'envie de faire le grand saut. Et vous pouvez vous pencher vers Linux avec des systèmes d'exploitation type Ubuntu, etc., qui sont très, très tournés, simplicité d'utilisation, etc. Petit plug là-dessus, si vous ne voulez pas trop être dépaysé, il y a des gens qui sont en train de développer un système d'exploitation qui s'appelle PeerOS, Peer comme une poire, qui en fait est un clone de l'interface de macOS avec le Liquid Glass, mais sous Linux. Donc pour essayer de faire en sorte que les gens qui veulent transitionner de macOS à Linux le fassent dans une interface qu'ils connaissent, sans presque se rendre compte qu'ils sont en train de passer sur Linux. C'est l'interface qu'ils sont en train de créer pour GTA, c'est ça qu'ils n'ont pas dit. Mais Moi, je vois plusieurs scénarios. En fait, en tout cas, les cartes de l'OS vont être redistribuées de manière assez, on va dire, directionnelle en fonction des besoins. Pour moi, tu as un cas de figure. Tu as une génération qui est la mienne, on va dire, les anciens, qui, eux, sont attachés à Windows. Et là, le gros travail que fait Microsoft, c'est d'essayer de calfeutrer les brèches là, qui commencent à apparaître et aussi d'essayer de redorer le blason qui a été grandement abîmé par le fait d'avoir absolument poussé l'IA comme le problème, comme la solution à tout, en fait, et qui a finalement fini par hériter les gens. Donc, tu as ce truc-là, et tu as quand même une grande communauté, une grande partie des gens qui vont rester par habitude. Tu as les gens qui vont aller du côté de macOS parce que pour la partie écosystème, comme toi, avec le Mac, l'iPad, tout le monde fonctionne de manière transparente là-dessus, mais qui seront peut-être, et là, pareil, c'est un pari pour moi, il va falloir bouger très fort, très vite de la part d'Apple, qui lui aussi est un peu en danger parce qu'il a ses lacunes. C'est-à-dire que trop d'IA est un problème. Pas d'IA va aussi devenir potentiellement un problème. Donc, il va falloir que Apple Intelligence aussi trouve sa place là-dedans pour éviter d'être un OS déclassé et vieillissant, c'est-à-dire voilà, sans intelligence plus que ça, parce qu'il y a une nouvelle génération qui va être biberonnée à l'IA et qui va vouloir aussi y arriver. Tu as un autre cas de figure, celui qu'on vient d'évoquer, celui de Google, qui lui a une approche aussi très intéressante, c'est-à-dire qu'il va capitaliser sur l'ensemble de la population qui a été biberonnée à Android, et du coup avec le fameux projet Aluminium OS, va arriver avec un OS qui sera dire, regardez, vous avez un smartphone Android, et bien vous allez avoir l'expérience PC sur Android, c'est-à-dire retrouver un peu, singer un peu l'expérience d'Apple sur le côté très transparent, très je commence sur un smartphone, je peux terminer une tâche sur un PC et une tablette potentiellement. Sauf que ça a un problème, c'est que on appelle ça la smartphonéisation du PC. Et ça, pour les développeurs, ils s'alarment du projet parce que finalement, les gens, parce qu'on ne l'a pas abordé dans ce sujet, hein, mais moi, quand je vois mes neveux aujourd'hui utiliser un PC, j'ai envie de les fracasser. Ils n'ont aucune compétence sur Windows. C'est-à-dire que double-cliquer, c'est bon. Faire un CTRL-C, CTRL-V, un copier-coller, on s'en rend pas compte, hein, mais la génération d'en dessous de nous est tellement biberonnée au smartphone que tout ce qui dépasse est trop complexe pour eux. Voilà, moi, je dois réexpliquer des choses simples. Même, tu vois, juste lancer un scan antivirus, ils savent plus où c'est, parce que c'est tellement caché dans le système qu'il faut aller dans les paramètres, lancer tout. Ils savent plus faire ça. Mais il y a même Ça se plus lance besoin, pas. en et en fait. même temps, est-ce qu'on a Non. envie? Je sais, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour vous dire, j'ai pris cet exemple qui n'est pas forcément le bon, Oui. mais c'est pour vous donner une idée quand ils ont un Ils problème. tréfouillent pas, quoi. Moi, on m'appelle tout de suite. Allô, au secours, je sais plus quoi faire. Non, mais Allô Darty. il y a 3 clics droits à faire et un clic gauche. Ils savent plus faire. Donc, il y a ce côté très intelligent où Google peut aller là-dedans. Et ça, c'est fort. Et tu as le côté Linux qui, aujourd'hui, bénéficie un petit peu de tout le combat. Et d'ailleurs, pour Google, ça va être pareil. Hein, pour Google, même pour iOS. Aujourd'hui, Valve fait un travail monstrueux en disant le jeu, le gaming, ne sera plus un problème pour faire un choix sur l'OS. Tu ne seras plus condamné à prendre Windows
pour jouer à tes jeux. Tu pourras le faire sur un macOS de plus en plus, sur iOS. Moi, tu sais, je t'ai montré mon téléphone là, qui marche avec l'émulateur. L'émulateur a débarqué sur iOS. Il s'appelle Game Hub. Donc, il y a toutes ces choses-là qui arrivent et le jeu ne sera plus un problème. Ça va rabattre les cartes. Même Linux, je pense qu'on aura encore un petit peu de difficulté parce qu'il est un peu moins connu et qu'il a un peu encore cette image d'OS pour barbu, mais qui va commencer à se montrer en se disant l'OS rassurant. Vous voulez pas ça va être l'OS militant. Vous ne voulez pas un OS de GAFAM. Vous voulez un OS où vous continuez de maîtriser les données qui sont dedans. Vous voulez un OS qui ne soit pas pollué par l'IA. Nous sommes l'alternative si vous n'avez pas les moyens d'un macOS, si vous ne voulez plus de Windows et si vous ne voulez pas être sous l'emprise de Google. Donc ça va être un jeu qui va être très, très intéressant. Et je voulais juste vous donner finir par une petite citation de The Verge que j'ai trouvée très intéressante et je vous laisserai me dire ce que vous en avez pensé, qui dit que le meilleur OS finalement, et ça va te plaire Quentin, c'est celui qu'on ne voit plus. Aujourd'hui, Windows, il se voit trop. macOS, il se cache trop. Et Linux commence enfin à se montrer correctement. Et je trouve que la citation est plutôt belle et plutôt cool. Incroyable. Ouais, J'aurais je pas trouve je trouve ça assez cohérent. Moi, je pensais que justement, on choisit plus un ordinateur, on choisit une dépendance. Parce que c'est vrai qu'on choisit aussi vachement et on est guidé par son budget évidemment, mais surtout par l'écosystème qui entoure. On va choisir macOS peut-être parce qu'on a un iPhone. On va choisir Windows peut-être parce qu'on a un téléphone Android. C'est ou plus alors, dur, il n'y a pas trop d'écosystème Windows. Ouais, parce qu'en fait, ça touche un petit peu à tout, mais c'est vrai que par habitude, pour la transparence, la cohérence, on va aussi se tourner vers un écosystème, vers un ordinateur plutôt qu'un autre, et sans forcément avoir d'attache, parce qu'on va plus en avoir sur le côté smartphone, je trouve. Pour être honnête Mais avec à toi, voir. j'ai un MacBook depuis quelques années, il y a quand même encore des choses sur lesquelles je galère. Et donc, par exemple, j'utilise Clean My Mac pour désinstaller une application parce que parfois, j'arrive pas à le faire, je sais toujours pas le faire correctement sur un... Pomme supprimée, et c'est Et terminé. ben voilà, mais tu vois, c'est encore des choses qui me sont difficilement. Parce que pour t'as une moi, habitude appréhensibles. de Windows user, Ouais. c'est pour ça. Où tu as un menu, désinstaller programme, tu vois, c'est. Et Voilà. ensuite, avec les 4 doigts, tu glisses vers le haut, tu crées un nouveau bureau, et comme ça, tu pourras Exactement, slider. l'utiliser, slider Parfait. et utiliser la vraie vie. Non, mais en tout cas, je suis très content d'avoir fait cet épisode parce que en découvrir davantage sur les écosystèmes qui nous entourent, c'est toujours intéressant parce qu'aujourd'hui, ça bouge beaucoup et On ça sent qu'on est- évolue c'est ça. énormément et je trouve ça La très période est intéressant. fascinante. La période est très fascinante et c'est pour ça qu'à un moment, je disais que on verra ce que ça va donner au fur et à mesure parce que effectivement, là, on est dans un instant T, mais on sait pas ce que Ça va bouger. l'année prochaine ce sera. C'est vrai que le MacBook Neo a vachement relancé les cartes avec une puce de smartphone dans un truc pas Surtout cher, dans un moment où la RAM coûte une blinde et qu'eux arrivent à donner à ce genre casser de les prix. ouais. Et à côté de ça, il y a Google qui bouge beaucoup avec beaucoup de nouveaux produits, de nouvelles initiatives, Microsoft qui se reconstruit. Donc bref, on est vraiment dans une effervescence assez intéressante. Mais en tout cas, on va y rester là pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Il y en aura plein d'autres, évidemment. Bubble, c'est 2 fois par semaine. Donc si vous voulez en manquer aucun, eh ben, vous cliquez sur le bouton pour vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, la plateforme par laquelle vous nous écoutez. On vous oblige à rien, mais vous verrez, c'est quand même 5 cool. étoiles. Et puis les 5 étoiles, évidemment. Si jamais ça vous plaît, ça nous aide beaucoup. Et laissez-nous vos retours. Et Ça vos nous retours. intéresse. Vos retours à travers la bulle vocale qui est directement en commentaire, donc en bio en tout cas des épisodes. Nous, on se voit la semaine prochaine sur Bubble. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.